J'appelle tous les intervenants de la table ronde qui suit, dans un mode stand-up, à nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Laurence. Donc tout le monde est arrivé. Merci beaucoup. Donc on va continuer à réfléchir autour euh, des initiatives innovantes en matière d'efficacité énergétique, avec un focus évidemment sur le bâtiment. Et on va voir en écho un certain nombre potentiellement d'idées qui ont déjà été évoquées depuis maintenant 2 jours, puisque l'approche est de plus en plus holistique de la part de tous les acteurs, mais on a le focus qui sera celui du bâtiment. Alors ça peut être comment je le pilote, ces usages, comment je rénove le mieux, de la meilleure façon, comment je réfléchis en amont autour des laboratoires et comment les usages sont les plus optimisés. Donc voilà, je demande déjà à François de venir faire son speech, peut-être avec une petite vidéo pour lancer la réflexion. Alors, bonjour, un petit propos introductif avant de lancer la vidéo. Hop, voilà, pour présenter une opération à laquelle on est contributif aujourd'hui, qui est une opération de rénovation de logements individuels, 400 logements individuels sur 19 sites sur les régions Pays de la Loire. Il faut savoir que le logement individuel est souvent un caillou dans la chaussure des bailleurs sociaux. C'est des patrimoines qui sont anciens, qui sont souvent en étiquette F et G, et ils ont souvent eu du mal à les rénover. Nous intervenons pour le MACH, alors c'est un nom très barbare, le MACH c'est un groupement d'achat collectif constitué de 3 bailleurs sociaux en l'occurrence. Nous intervenons au sein d'un groupement qui s'appelle Agir. Alors cette intervention on le fait dans le cadre de la démarche européenne Energy Sprong. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots de cette démarche? En fait, l'Europe a fait le constat qu'au rythme actuel de rénovation de logements et au niveau de performance atteint, jamais l'Europe n'atteindrait ses objectifs de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Donc elle s'est emparée du sujet et elle a mis en place une politique et des financements pour nous amener à changer les pratiques. L'esprit de la démarche repose sur 3 piliers. Le premier, c'est que c'est un cahier des charges très ouvert, basé sur une performance à atteindre. Pas d'obligation de moyens, le choix des moyens nous est laissé. Ce qu'on nous demande juste, c'est de garantir un niveau de performance à la fin, en l'occurrence du zéro énergie pendant 30 ans. Il nous est demandé de favoriser des nouvelles méthodes de travail, notamment de l'industrialisation et du hors-site. Et en contrepartie, l'Europe dit, nous, pour faciliter cette industrialisation, on met en face des gros volumes. Il nous est demandé de travailler fortement sur la qualité du logement. L'objectif est d'avoir des bâtiments en étiquette A, c'est-à-dire le plus haut niveau de performance énergétique, de renforcer le confort des habitants. On nous demande de travailler sur les interventions sites occupés à la réduction des temps d'intervention. Aujourd'hui, on tourne sur 10 jours dans le logement. Il nous est demandé d'atteindre un niveau zéro énergie sur 30 ans, donc le recours aux énergies renouvelables. Et puis, ça c'est peut-être un vœu pieux, d'atteindre un jour l'équilibre économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un bouquet de travaux d'à peu près 100 000 euros, l'Europe en finance 50 000. Et l'Europe souhaiterait ramener son financement à zéro via les économies de masse. On peut douter que l'industrialisation divise les prix par deux. En tout cas, aujourd'hui, on n'y est pas. Juste avant de présenter le film, qu'est-ce que l'on fait sur les opérations? En fait, on a un gros travail sur les enveloppes, rénovation complète de l'enveloppe, isolation des combles, isolation des façades, remplacement de toutes les menuiseries, installation de panneaux photovoltaïques pour compenser les émissions carbone résiduelles, le remplacement de toute l'installation plomberie, chauffage, ventilation, on verra par quels moyens, une réfection complète des pièces humides, et en fait, au final, la seule chose que l'on ne change pas dans le logement, c'est la décoration des pièces sèches. Il faut reconnaître que quand on arrive dans certains pavillons, les locataires ont tellement bien entretenu leur bâtiment que ce qu'on ferait aujourd'hui, ça serait moins bien que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est des travaux à la carte. Voilà.
Et c'est complété sur un principe d'entretien-maintenance pendant 30 ans qui permet de garantir le zéro énergie et qui s'inscrit aussi dans la démarche européenne qui dit vous y venez une fois, mais pendant 30 ans, on n'y revient pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils cherchent un niveau qualitatif. C'est le moment du film, si vous voulez bien. Ici, nous sommes sur le chantier Mâche, un projet de réhabilitation de 400 pavillons qui sont répartis entre le Maine-et-Loire et la Sarthe pour le compte de l'USH qui représente donc 3 bailleurs différents, Podelia, Maine-et-Loire Habitat et Mancel Habitation. Les travaux réalisés sur le projet Mâche, ça consiste à une réhabilitation énergétique de pavillons. Donc il y a une isolation des façades où là nous réalisons des caissons de façon hors site chez notre partenaire IDEA avec un atelier géré par nos équipes. En parallèle de ça, on fait aussi beaucoup de travaux d'amélioration du confort énergétique avec l'installation du pod qui est fabriqué avec Synerpod au sud de Nantes. On réhabilite aussi un peu l'intérieur des logements en faisant l'encoffrement des réseaux pour passer l'ensemble des nouveaux réseaux pour le nouveau système de chauffage et de ventilation. On procède également au remplacement des menuiseries extérieures et quelques travaux d'embellissement pour améliorer le confort des résidents. Nous sommes aujourd'hui à la manufacture de Montaigu où nous faisons l'assemblage des modules énergie appelés POD, composés d'une pompe à chaleur qui fait la production d'eau chaude, de chauffage et en option rafraîchissement, mais également d'une ventilation double flux et tout un système de monitoring. Tout est assemblé, pré-monté et prêt à l'usage pour le chantier. Il faut souligner que sans Spibatignol, nous n'aurons jamais remporté ce marché Mâche. L'apport de Spibatignol a été essentiel dans le gain du marché. Ensuite, il s'agit du mariage d'une start-up et d'un grand groupe. Donc il a fallu forcément apprendre à se connaître, à avoir des fonctionnements convergents. Et après les premiers chantiers de réglage, aujourd'hui, je dirais que le rythme de croisière est atteint et que le fonctionnement avec Spibatignol se passe bien. Le partenariat entre IDEA et Spibatignol est né en 2022, lorsque Spibatignol était à la recherche d'un partenaire logistique pour les accompagner sur des réhabilitations de logements sur le bassin nantais. Ici, on est chez IDEA. On a mis à disposition un local bardage pour les équipes Spibatignol qui préparent des commandes par kit et par logement. Nous avons également à côté une surface dédiée pour le stockage des produits Spibatignol où nous réalisons des préparations de commandes. Nous quittons au logement, ce qui nous permet d'optimiser nos transports et de livrer directement sur les chantiers par kit. Pour faciliter et optimiser la logistique, nous avons un logiciel Timothy qui nous permet de maîtriser nos flux entre les fournisseurs, la plateforme logistique et la livraison sur le chantier. Pour le bardage, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est la visite préalable avec l'architecte qui nous permet de valider les façades en claire-voie et en ITE. Quand on a ce plan-là, il y a le service BIM qui vient sur site pour scanner toutes les façades et en sortir un nuage de points, ce qui va permettre au projeteur de modéliser toutes les façades et pouvoir mettre en place tous les caissons préfabriqués, isolés et les panneaux claire-voie. Quand j'ai validé les carnets de préfabrication et de pose, nous planifions la production et le système de logistique via le support Timothy en lien avec IDEA. Nous avons choisi la solution de caisson manu portable pour 2 raisons. La première, celle de l'accessibilité et la deuxième pour des objectifs en interne liés à l'humain, dont la montée en compétence de nos compagnons. Voilà. Bon, sans reprendre le film, donc vous avez vu, on a travaillé beaucoup sur la standardisation, la préfabrication hors site, la digitalisation, beaucoup de digitalisation, de la planification, de l'ordonnancement, de la logistique et un encadrement renforcé. Et ça, ce n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'on s'était bien douté qu'il nous faudrait un petit peu plus de monde pour piloter un chantier test. Aujourd'hui, on est à 2 fois le ratio d'encadrement qu'on met sur nos chantiers standards. Donc c'est quand même un gros investissement. Je ne vais pas revenir sur les 2 solutions présentées. Sur le retour d'expérience, bon, ce qui marche, c'est la répétitivité. Mais ça, on le savait sur les opérations de réa. Quand on fait 200, 250 logements d'affilée, on constate une courbe d'apprentissage qui fait qu'on est beaucoup plus performant au bout d'une première série de logements. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu de problème à trouver sur étagère des produits informatiques, numériques qui correspondent à nos besoins. On peut digitaliser et on peut numériser une entreprise sans avoir besoin de faire des investissements R&D monstrueux. Il faut juste regarder ce qui existe et s'approprier le logiciel. Et puis,
moi, je fais partie d'une génération où on nous a dit « faites pas de préfa, vous allez refaire les bêtises des années 60 ». Bon, ben quand même, il faut s'apercevoir que quand on fait un peu de préfabrication, quand on fait un peu d'industrialisation, on remet en cause nos anciens procédés constructifs et il y a des gains, il y a des marges de manœuvre, il y a des progressions. Il y a deux, trois choses qui marchent moins bien dans ces opérations et j'en aurai fini. La première, c'est l'état de l'existant. En fait, on massifie en disant 400 pavillons, mais ce n'est pas 400 pavillons, c'est 400 fois un pavillon. Force est de constater que le parc immobilier français reste extrêmement diversifié et que donc il y a un gros travail de diagnostic et d'adaptation. Vous l'avez vu, on scanne chacun des pavillons numériques pour être capable. Et je ne vous parle pas de l'intérieur où des fois on trouve 4 pièces à la place de 5, où des fois la cuisine a été passée dans le garage. Les outils informatiques, j'en parlais, on a quand même un peu galéré pour les exploiter. Certains se sont avérés déperditifs. Et puis tout ça, ce n'est pas toujours interfacé. Ça demande un gros boulot pour trouver des solutions qui arrivent à se parler, qui arrivent à communiquer. Puis il y a un dernier point qu'on a tendance à oublier, c'est que si on veut faire de la répétitivité, il va falloir qu'on ait de l'apprentissage pour nos collaborateurs. Et donc, il va falloir que nos collaborateurs suivent les chantiers. Et quand il y a 19 sites, j'aime autant vous dire que du déplacement, de la génération. Donc, en conclusion, aujourd'hui, pour l'instant, on a livré les 3 premières séries de logements. Si on fait un premier bilan, ça marche. On fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que sur une opération normale dans le même délai. En 10 jours de temps, on fait 100 000 € de travaux dans un pavillon, c'est colossal. Par contre, on met 2 fois plus d'effectifs, donc on n'est pas encore complètement convaincu qu'on a trouvé la solution pour produire plus et plus vite. C'est votre attention. Un grand merci. Poursuivre avec des gens qui ont un laboratoire et qui associent un certain nombre de compétences au service justement des solutions de rénovation à venir, hein, en cours et à venir. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici en duo d'ailleurs, on va faire ça à 2 voix, pour vous présenter un laboratoire de recherche commun entre Électricité de France et La Rochelle Université, labellisé par le CNRS. Donc, le laboratoire 4EV Lab. Ça veut dire quoi 4EV Lab? Ça veut dire efficacité énergétique et environnementale de l'enveloppe et des villes. Donc, ce laboratoire créé en 2016 a pour objectif de, effectivement, des compétences complémentaires entre un industriel et un académique, partager des enjeux sociétaux et énergétiques, bien entendu. Et comme il s'agit d'un laboratoire de recherche, on va aller chercher, développer, identifier des verrous scientifiques que nous allons essayer de lever. Alors, 3 thématiques de recherche essentielles sur ce laboratoire. La qualité de l'air intérieur des bâtiments, à savoir concilier la qualité intérieure des bâtiments et l'efficacité énergétique, qui sont 2 items totalement antagonistes. La thématique numéro 2, on a parlé de rénovation tout à l'heure. Le problème de la rénovation soulève une question importante, c'est la maîtrise de l'humidité, puisqu'on rend les enveloppes des bâtiments beaucoup plus imperméables. Et enfin, la dernière thématique très d'actualité, puisqu'il s'agit de l'énergétique urbaine, et notamment intégrer, concevoir les bâtiments dans leur environnement urbain, et notamment en termes d'îlots de chaleur urbains. Je vais laisser la parole à mon collègue. Donc, on va juste vous décrire les 3 thématiques avec les angles d'attaque de R&D qu'on a pu trouver sur chacune d'entre elles. Et pour la thématique qualité de l'air, on a un problème dès le départ, c'est en fait dès qu'on veut mesurer quelque chose. On veut concilier l'efficacité énergétique et la qualité de l'air. En efficacité énergétique, en thermique, un thermocouple, ça coûte quelques centimes d'euros. En qualité de l'air, capteur de particules, ça coûte 20 000 €. Un capteur de gaz, ça en coûte 200 000. Donc on s'aperçoit bien que déjà à ce niveau-là, on a un petit problème pour généraliser en fait ce qu'on va pouvoir faire en matière de qualité de l'air. Et donc on s'attache à essayer de trouver des solutions à bas coût, notamment en utilisant une logique un peu d'IoT. C'est-à-dire que les gens de l'IoT disent toujours je préfère acheter 1000 capteurs à 1 € qu'un capteur à 1000 €. On essaye de raisonner un peu comme ça en achetant des capteurs pas chers qui sont tous un peu faux, mais qui, mis ensemble et en joignant à tout ça une IA, une intelligence artificielle, permettent de renvoyer un signal de capteur très propre. Ensuite, le deuxième axe, c'est d'étendre un petit peu la capacité d'étude de la qualité de l'air intérieur à 2 niveaux. On fait bien les gaz, on fait bien les particules. Par contre, dès qu'il faut s'occuper de micro-organismes vivants, des
pollen, les virus, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps, mais et puis aussi les moisissures, qui sont aussi des organismes vivants. On a déjà beaucoup plus de problèmes parce que c'est plus des particules inertes qui bougent avec ce que la physique leur dit. Hein, c'est la physique qui leur dit où aller. Ben, elles bougent comme ça, mais en plus elles peuvent se nourrir, se reproduire, mourir. Ben. Donc arriver à traiter tout ça, c'est un peu une gageure aujourd'hui. Et le deuxième axe, c'est changer d'échelle. Aujourd'hui, on ne connaît que 3 climats pour la qualité de l'air intérieur, hein, le rural, le périurbain et l'urbain, c'est tout. Il faut être meilleur que ça en termes de définition et d'évaluation de la qualité d'air extérieur à proximité des bâtiments. Et puis après tout ça, une phase d'intégration, et l'intégration, c'est être capable de faire des jumeaux numériques à l'aide de tout ça, donc des sortes de modèles physiques associés à des mesures sur le terrain, et qui, mis ensemble, on l'espère, feront des bâtiments qui se comporteront comme le bâtiment réel, un bâtiment virtuel, mais qui se comporte comme le bâtiment réel, et qui seront capables de piloter la conciliation entre l'énergétique et la qualité de l'air à l'échelle du bâtiment. Ensuite, on parle d'humidité, fiabiliser la rénovation, etc. Bon, la problématique, c'est que les vieux bâtiments, alors je parle vraiment des bâtiments, alors pas ceux des années 70, hein, mais ceux qui sont encore un peu plus anciens, dans ces bâtiments-là, ils n'ont jamais été conçus pour avoir les consommations d'eau qu'on a aujourd'hui dans les bâtiments, ils n'ont jamais été conçus pour être isolés, ils n'ont jamais été conçus pour être étanches, avoir des fenêtres toutes neuves, etc. Et en général, quand on s'attaque à la rénovation de ces choses-là, une fois qu'on a rénové, c'est là qu'on constate le plus souvent des problématiques d'humidité. Et pour arriver à gérer ça correctement, il faut développer des outils qui sont fiables, mais qui sont fiables pour ces familles de bâtiments. Et là, on connaît bien le béton, le plâtre et le bois, mais alors la plupart des matériaux qui sont là-dedans, on ne les connaît pas du tout. Donc il faut s'attacher à ça, et on s'est aperçu que le point essentiel, c'était de savoir déterminer correctement les caractéristiques de transfert d'humidité essentiellement, aussi un peu de chaleur, au travers de ces matériaux-là. Donc on développe des nouvelles méthodes de mesure. Voilà, je vous ai mis là une photo d'un mur tel qu'on peut en trouver dans l'habitat ancien. On voit que ce n'est pas homogène du tout, hein. Donc on développe aussi des méthodes d'homogénéisation, parce que si on fait des outils, les outils ils voient des matériaux qui sont homogènes, donc il faut leur donner des produits homogénéisés et des caractéristiques homogénéisées. Deuxième étape, c'est de simplifier les outils eux-mêmes, simplifier l'utilisation de ces outils. Donc ça passe par des interfaces utilisateurs plus simples, par la création de bases de données de matériaux qui sont utiles, et puis la génération automatique de diagnostics. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire simplement, voilà, la quantité d'humidité là, c'est tant, c'est leur dire, là, il y a un risque ou là, il n'y a pas de risque. Et dans tous les outils qui existent, en fait, c'est des choses qui n'existent pas, donc on travaille à ces aspects-là, avec l'objectif derrière de faire ce qu'on a déjà fait là dans la petite photo, c'est dans un bureau d'études qui est à Nantes, mettre entre les mains des concepteurs de bâtiments toutes les compétences et les connaissances qu'on a pu acquérir, nous, à l'échelle du laboratoire. Thierry. Donc la dernière thématique, c'est effectivement intégrer les bâtiments à l'environnement urbain. Là, il s'agit de problématiques notamment d'îlot-chaleur urbain. Hein. Donc je rappelle très rapidement que l'îlot-chaleur urbain, c'est quoi l'origine? C'est tout simplement le piégeage radiatif, c'est tout simplement les activités anthropiques, donc qui fait que la température moyenne d'une zone urbaine est de plusieurs degrés, ça peut aller jusqu'à 10-12 degrés, supérieure à des zones rurales. Et donc, ça implique, ça a pour conséquence des problématiques, notamment de confort thermique et de surchauffe dans les bâtiments. Donc là, l'objectif, c'est d'évaluer les bâtiments dans leur environnement réel, contrairement à ce qui a été fait pour le chauffage dans les années 80, 90, voire 2000, où on traitait le bâtiment comme s'il était situé sur un aéroport. En termes d'îlot-chaleur urbain, bien entendu, ce n'est pas possible. Et il faut intégrer l'ensemble, de manière holistique, la zone urbaine. Et donc, pour cela, on développe des outils, à la fois numériques, mais également, on fait des expérimentations. À titre d'exemple, on a installé sur la ville de La Rochelle une douzaine de stations météo, ce qui nous permet de visualiser les isothermes de la ville et ainsi d'évaluer, de quantifier, par exemple, l'effet de la végétalisation en termes de rafraîchissement passif. Et enfin, rationaliser les choix des solutions d'adaptation, c'est-à-dire développer des outils pour l'aide à la décision, l'aide à la conception, mais cette fois au niveau urbain, avec différentes échelles spatiales mais également temporelles, et en tenant compte des ressources et configurations locales, en intégrant les interactions réelles entre le microclimat urbain et les bâtiments. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que les entreprises partenaires
trouvent du bénéfice à ces recherches? Pardon? Est-ce que les entreprises partenaires trouvent du bénéfice à ces recherches? Comment elles les Oui, traduisent et les non, mettre en œuvre? On ne peut pas tout dire, mais donc oui, d'une part parce qu'on partage des verrous et puis qu'on essaye de trouver ensemble des solutions qui arrangent tout le monde, et d'autre part parce que au-delà des 2 partenaires et 3 avec le CNRS du labo commun, nos moyens d'action, il n'y en a que 2 en fait. Un, c'est de faire des thèses ensemble, et le deuxième, c'est de faire des projets collaboratifs. Donc du coup, on est ouvert à tout projet collaboratif. Si dans la salle, il y a des gens que ces thématiques intéressent, on les recevra volontiers et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Florence, je ne sais pas si c'est nécessaire de te présenter puisque tu viens depuis plusieurs années. Tu peux venir nous présenter la démarche d'accompagnement des utilisateurs autour de la rénovation énergétique. Quand je parle d'utilisateurs, c'est évidemment les habitants et propriétaires de leur maison. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à remercier 5T, particulièrement Myriam et toi, Eric, de m'inviter, ce qui me permet un petit peu chaque année de vous présenter les états d'avancement. Donc effectivement, moi je suis adjointe au maire de Sceaux, déléguée aux transitions, et puis dans le 92, donc, et professionnellement, je travaille dans le 93 sur le territoire Grand Paris Grand Est qui rassemble 14 communes. Donc je dis souvent un pied dans une des villes les plus riches du 92 et l'autre pied dans quelques villes assez pauvres, on va dire, du 93. Alors, on a beaucoup parlé, c'est le sujet de neutralité carbone. Il faut savoir, c'est que dans une commune, et je vais plutôt parler des communes dans le milieu urbain, entre 50 et 60% des émissions de gaz à effet de serre viennent du résidentiel. Résidentiel, ça signifie que les maisons, plus particulièrement, sur un certain nombre de communes, 30% de maisons, et on génère 60-70% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une notion de priorité à pouvoir s'occuper, suivre, accompagner les maisons individuelles. Et on a entendu parler depuis hier de la notion de volonté politique. Et bien évidemment, sur un sujet tel que les maisons individuelles, mon collègue de SPI Batignolles l'a dit, c'est un sujet compliqué. C'est compliqué dans le domaine public avec des lotissements, des bailleurs. C'est encore plus compliqué quand chaque maison est unique et chaque maison appartient à un propriétaire qui a déjà, pour certains, fait un peu une extension, pour d'autres, même s'ils sont dans un lotissement identique, fait quelques personnalisations qui fait que la vision un petit peu globale est encore plus complexe. Alors, bien évidemment, l'acteur public, c'est le tiers de confiance et qui va apporter, avec un certain nombre de partenaires, l'accompagnement nécessaire. Accompagnement nécessaire, on commence par quoi? Aujourd'hui, il y a énormément de données publiques, avec une certaine cartographie qui peut, j'ai pris l'exemple ici, faire la part des familles monoparentales, d'un autre côté, ceux qui ont les revenus les plus bas, d'un autre côté, les surfaces, les matières, etc. Si on se met à faire une superposition, eh bien, on met en évidence un périmètre qui est justement le périmètre sur lequel on peut focaliser le plus d'énergie possible. Seulement, sur ce périmètre-là, on peut avoir une personne, un ménage très modeste, très fragile, qui est voisin avec un ménage modeste, un autre intermédiaire et puis un autre tout à fait aisé. Comment fait-on pour continuer à raisonner en termes d'architecture aussi, de vision un petit peu de ce quartier qui ne doit pas être avec une maison rénovée, celle d'à côté complètement ancienne ou en déperdition? Eh bien, on s'est armé sur le territoire Grand Paris Grand Est d'un certain nombre de boîtes à outils, de solutions, d'accompagnement. Là, je parle du parcours de rénovation énergétique qui est de la ressource de l'accompagnement pour les ménages, on va dire, classiques. Les ménages les plus précaires, les plus fragiles, il y a l'opération Territoire Zéro Exclusion Énergétique qui dit je prends un périmètre et tous les ménages les plus fragiles ont un accompagnement spécifique, une douzaine de jours d'accompagnement pour effectivement faire l'audit, les aider sur les documents administratifs, etc., de façon à ce qu'ils interviennent le moins possible
et ils ont effectivement une maison qui est rénovée le plus simplement possible pour eux. Regain, c'est un nouveau appel à projet que l'on vient de gagner. Alors nous, on n'a rien gagné que d'être territoire d'expérimentation, avec une expérimentation où c'est un ensemblier, un consortium qui réalise la rénovation, finance la rénovation, donc plutôt sur des ménages intermédiaires bas, et ils vont se rembourser sur l'économie d'énergie, sur l'économie sur facture liée à l'économie d'énergie entre avant et après. Finalement, au sein de ce quartier, il y a une certaine coordination avec les avantages, avec un accompagnement plus pour certains ménages, d'autres vont être avec, je dirais, des dossiers de l'accompagnement divers et variés. Chacun, en fonction de sa situation, sera accompagné plus spécifiquement. Quand on parle de rénovation, on parle bien évidemment d'artisans, artisans locaux. Un parcours de l'artisan complexe, il faut qu'il soit labellisé RGE, il faut aussi qu'il travaille en équipe. On est sur un lotissement avec 80 maisons, ça ne peut pas être un artisan, une petite société d'artisanat qui s'occupe de l'ensemble. Là, grâce à un trophée que nous avons reçu il y a 2 ans, trophée Stop Exclusion énergétique, il y a eu un focus de fait sur ce qu'on a mis en place de façon artisanale sur le Grand Paris Grand Est avec la Chambre des métiers de l'artisanat du 93 et la CAPEB Grand Paris, qui ont été financés, qui sont financés encore par la DRIETS pour pouvoir justement arriver à développer, à recruter pour ces artisans locaux et pouvoir assurer effectivement un parcours le plus efficace possible pour les ménages. Et puis, on vient d'être retenu, j'ai eu l'information il y a 2 jours, par Energy Sprong sur une démarche un peu de centrale d'achat. Ça veut dire que là, on va, je vais en reparler l'année prochaine sans doute, hein, mais devoir définir des chantiers sur un territoire avec des réalisations à peu près en même temps. Sauf que ce n'est pas nous qui mesurons le en même temps. Ça va vraiment être le fait de mobiliser, de sensibiliser l'ensemble des ménages pour dire non seulement vous avez une prise en charge dans le cadre du parcours de rénovation, mais en plus, si vous faites vos travaux, si vous prenez vos décisions sur ce créneau-là, vous pourrez bénéficier d'équipements, de matériaux, de chaudières, de ventilation, de panneaux d'isolation à un prix largement remisé grâce à ce travail en coopération. Donc voilà un petit peu l'état des lieux sur notre quartier, avec du coup un espoir de pouvoir accélérer beaucoup le mouvement. Puisque on parle de combien de Alors maisons aujourd'hui, sur cette expérimentation complète avec les centrales d'achat, on est sur un quartier à Gagny de 80 maisons et un autre quartier sur Noisy-le-Grand qui est à peu près à 150-200 maisons. Mais là, sous forme de bande. Donc là, quand on est sur bande, là, j'en ai en ce moment avec du très aisé, avec du très fragile. Donc là, on met un millefeuille de complexité. Mais on va y réussir. Et puis, effectivement, toujours sur le domaine de l'économie circulaire, dont on a beaucoup entendu parler depuis hier. L'économie circulaire, on en parle beaucoup. On ne sait pas forcément toujours ce que c'est. On ne sait pas comment l'accélérer. Donc là, c'était ma petite minute de pub. Je vends un livre que j'ai écrit pour vulgariser le sujet et puis surtout passer l'échelle, puisqu'il y a 25 solutions existantes qu'on peut tous s'approprier et développer. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ton engagement, Florence, et la continuité de ton action. Alexandre, est-ce qu'on peut dissocier réseau électrique et énergie fossile? Est-ce qu'on peut... L'un peut accélérer la décarbonation. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, la question qui a été fondatrice pour nous au Russe Énergie, c'est comment libérer notre réseau électrique des énergies fossiles. La conviction qu'on a eue il y a 1 an pile aujourd'hui, avec mes associés Fanny et Théophile, à la sortie de nos études, c'est que la flexibilité de la consommation électrique était une partie de la réponse. Et donc on a fondé une start-up qui s'appelle Horus Énergie, qui aujourd'hui compte une dizaine de personnes basées à Paris, qui développe une plateforme qui aide et rémunère les gestionnaires de bâtiments pour mieux consommer l'électricité, de sorte à aider le réseau électrique. Donc
le rêve qu'on a, c'est que les bâtiments, donc les bureaux, les centres commerciaux, les magasins, les hôtels, les écoles, ensemble, participent à remplacer les centrales thermiques de pointe, donc gaz, charbon, fioul, qu'on utilise encore aujourd'hui, même en France, dans l'équilibrage du réseau électrique. Donc ça aurait un triple impact, économique, environnemental et aussi citoyen, pour éviter les coupures de masse qu'on a failli avoir il y a 2 hivers maintenant, 22-23, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Donc l'enjeu, il a déjà été abordé par monsieur le fondateur d'Équateur tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un enjeu énorme au niveau du réseau électrique, dont on parle assez peu, alors qu'il a été identifié comme aujourd'hui le goulot d'étranglement de toute la transition énergétique au niveau du réseau, qui est donc un rôle central, puisqu'il est censé acheminer les électrons entre là où ils sont produits et là où ils sont consommés, donc chez vous, au bureau, au magasin. Le problème, c'est qu'on doit garantir, pour des raisons physiques, à chaque instant, un équilibre parfait entre la puissance électrique injectée sur le réseau et celle qui est soutirée. Donc en gros, on doit équilibrer la production et la consommation. Et ça, c'est de plus en plus dur à faire. C'est de plus en plus dur parce que la production devient moins stable, on a un peu moins de contrôle sur toute la production renouvelable qui est intermittente. Et de l'autre côté, la consommation électrique continue de croître, puisqu'on électrifie nos usages. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de besoins en fait, d'avoir ce qu'on appelle la puissance électrique flexible qui va pouvoir participer à cet équilibre du réseau électrique. Et donc on peut réutiliser un concept extrêmement simple qu'on a tous chez nous, qui est le concept du ballon d'eau chaude. Et cette fois, on peut le faire pour 300 000 bâtiments en France, et ça correspond à une puissance électrique de 6 gigawatts en pointe, donc c'est l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Donc le potentiel, il est énorme, avec un concept extrêmement simple, qui est de déplacer l'appel de puissance des équipements électriques avant les pics de consommation du réseau. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans le cas de gauche, où tous les bâtiments de France, en hiver le matin, vont consommer en même temps. Ça fait un pic sur le réseau électrique. On est obligé d'aller allumer une centrale gaz, une centrale charbon. On pourrait très bien se retrouver dans le cas de droite, pratiquement ce qu'on appelle l'effacement électrique, où en fait on va préchauffer le bâtiment, exactement comme un ballon d'eau chaude, 2 heures avant, et derrière on va jouer sur l'inertie thermique du bâtiment pour garantir qu'il n'y ait pas d'impact sur le confort, tout en ayant du coup évité de consommer au moment clé. Et donc on va rendre le même service que rendait la centrale gaz, et donc on va la remplacer et aussi pouvoir capter sa rémunération. Donc nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients, donc qui sont des gestionnaires de magasins comme Ikea, des gestionnaires de bureaux comme la Poste Immobilier par exemple. On les accompagne du début à la fin pour exploiter le potentiel de flexibilité électrique. Donc on fait des estimations à partir d'algorithmes et de données qu'on récupère auprès d'Enedis. Derrière, on est capable de s'interfacer aux systèmes de pilotage qui sont en train d'être déployés massivement dans tous les bâtiments. Donc ça, c'est une loi qu'on a en France qui l'impose. On les aide à déplacer les consommations électriques donc en amont, sans impacter le confort, avec là encore des algorithmes de compréhension de l'inertie thermique de chaque bâtiment. Et puis derrière, on va valoriser ces actions-là sur les marchés de l'électricité, sur 4 mécanismes différents. Donc on capte cette rémunération-là qui ne captait pas avant, on prend notre commission, et on réinjecte les gains auprès des acteurs du bâtiment. On fait du partage de gains. Je passe rapidement là-dessus, mais encore une fois, l'idée, c'est de dire que c'est une solution qui est extrêmement simple et qui peut être déployée massivement. Et surtout, que l'impact est énorme pour finalement assez peu d'actions au moment critique. On parle de 20 jours par an en hiver, où le réseau électrique est en difficulté, et en aidant juste de 2 heures à chaque fois sur ces jours-là, eh bien, on a vraiment un impact significatif, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique également. Donc là, un petit arrêt sur ce que ça veut dire d'un point de vue économique, et aussi rappeler que cette démarche-là, en fait, c'est du consommer mieux, et extrêmement complémentaire du consommer moins, donc de la sobriété, de l'efficacité énergétique. En fait, on a besoin des deux. Donc là, c'est un petit exemple avec 4 actions qui ont été menées par un gestionnaire de bâtiment. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un attrait assez important pour ce qu'on appelle donc, les effacements électriques, d'un point de vue temps de retour sur investissement. Et donc voilà, donc je vous disais, l'entreprise a 1 an, la solution est déjà déployée chez une multitude de clients, donc en particulier dans des bureaux, dans des grands bureaux et des grands magasins. Et donc on peut avoir des gains jusqu'à 10% de la facture électrique annuelle sous forme de prime, parce que du coup c'est un revenu qui est capté sur les marchés d'électricité, pour simplement agir 0,4% du temps. Donc c'est
2 heures par jour les 20 jours les plus difficiles de l'année. Et voilà, donc j'ai fini en avance. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Perspective de développement. Pardon ? Perspective de développement. Alors, perspective de développement, c'est à la fois d'impliquer encore plus de gestionnaires de bâtiments dans cette démarche-là, et puis aussi de s'étendre sur l'ensemble des parcs des clients qu'on a déjà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez quel volume de clients et donc la croissance que vous imaginez est de quelle nature? Donc aujourd'hui, on a une dizaine de clients. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de clients parce que aujourd'hui, ceux qui possèdent le plus de bâtiments en fait, sont finalement des acteurs qui sont assez regroupés. Par contre, il y a 300 000 bâtiments en France qui peuvent participer. La démarche de flexibilité électrique dans le tertiaire est vraiment toute récente. Il y a moins de 100 bâtiments en France qui participent aujourd'hui. Donc, il y a urgence en fait. Et ce qui est chouette, c'est que c'est des deux côtés. Le réseau électrique en a besoin et les gestionnaires de bâtiments aussi en ont besoin parce qu'ils cherchent des actions énergétiques à mettre en place alors qu'ils n'ont pas toujours les budgets. Et donc là, ce type d'action-là est à la fois rentable immédiatement et puis c'est aussi une action RSE pour qui intéresse les plus gros groupes. Est-ce que vous avez des concurrents? Alors il y a assez peu de concurrents. Il y a des acteurs qui font ça dans l'industrie depuis plus de 10-15 ans. Hein. C'est un marché très mature dans l'industrie. La majorité des industriels en France, ils sont rémunérés pour ne pas consommer d'électricité les jours les plus critiques. Et donc il y en a certains d'entre eux qui essaient d'aller chercher des puissances plus diffuses. Et puis il y a quelques autres startups qui sont lancées dans la course en même temps que nous. Parce que, encore une fois, ça a été dit tout à l'heure par M. Tcherna, c'est un enjeu immense pour l'avenir du réseau électrique. Longue vie à Horus Énergie. Merci beaucoup. Jean, génie électrique et innovation. Très bon sujet. Vous avez 10 minutes. Bonjour à tous. Jean de Vauclair, je préside le groupe CEME, qui est une ETI de génie électrique et climatique qui intervient dans les bâtiments industriels et tertiaires, environ 1000 personnes en France, et qui a d'ailleurs une agence à La Rochelle. Alors, l'innovation au service du génie électrique et climatique. CEME et les entreprises de notre profession sont vraiment au cœur de ces sujets de l'efficacité énergétique. Quand on regarde la consommation énergétique d'un bâtiment, le chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, tout ça, ça représente autour de 60% de la consommation d'énergie. L'électricité est à 30%, donc on est à 90% de la consommation énergétique du bâtiment quand on s'intéresse, comme nous, à la conception, l'installation, la maintenance du bâtiment, au déploiement du numérique pour optimiser l'efficacité énergétique du bâtiment et au déploiement des nouvelles énergies pour le bâtiment. Alors pour illustrer concrètement notre activité, dans un bâtiment comme celui-là, on aurait pu concevoir et réaliser toute l'installation électrique, des tableaux électriques qui sont dans un local technique quelque part jusqu'aux luminaires qu'on voit ici, installer les panneaux photovoltaïques sur le toit, mais installer aussi la détection incendie, le Wi-Fi et le chauffage climatisation. Alors, cette activité dans laquelle CEME est une activité très importante, hein, c'est environ, la profession, c'est environ 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et 400 000 personnes. Les principales entreprises du secteur, dont des grands groupes comme Equance qui s'est exprimé ce matin, ou Vinci Énergie, des ETI comme nous et des PME locales et régionales, sont regroupés dans un syndicat professionnel qui s'appelle le CERS, que j'ai également la chance de diriger, et qui se dénomme le syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique. Donc pour dire que c'est pour vraiment porter ce message qu'on est notre ADN est fortement impacté par ces sujets. Alors quand on pense innovation, on pense d'abord à tout ce qui est invention de nouvelles technologies totalement innovantes, introduisant une rupture, et il y en a un certain nombre qui étaient cités dans la vidéo d'ouverture de l'université. Mais l'innovation, pour moi, c'est aussi, c'est plus que cela, et c'est même plus souvent au quotidien l'amélioration incrémentale des technologies, des nouveaux business models pour les déployer, des nouveaux services
autour de ces technologies. Et c'est des nouvelles manières de mise en œuvre, des nouvelles manières dans lesquelles les hommes s'approprient ces technologies. Et c'est sur cette deuxième facette de l'innovation que je souhaite centrer mon propos aujourd'hui. Alors, je disais que nos entreprises sont au cœur de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique pour le bâtiment. Alors, évidemment, avant de décarboner le bâtiment, on réfléchit déjà à se décarboner nous-mêmes. Donc, on a fait notre analyse d'empreinte carbone. On est, en ce qui concerne CME, à 18 grammes de CO2 par euro de chiffre d'affaires, un ratio qui est assez classique d'ailleurs dans la profession. Et 80% de ce scope, c'est en fait notre parc véhicule. Donc les véhicules de fonction de l'encadrement. Donc là, on bénéficie, c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, donc on bénéficie de tout ce qui se passe dans ce secteur, et donc on est en cours de décarboner notre parc en mettant des véhicules bas carbone. Mais moi, pour 1000 personnes, on a environ 700 véhicules, dont 150 dans cette catégorie-là. Mais on en a aussi 550 fourgonnettes, mini-fourgons, fourgons. Et là, j'en profite pour lancer un appel et passer un message. Là, l'offre de véhicules est vraiment beaucoup moins satisfaisante et, à mon avis, pas au niveau encore de l'attendu pour une entreprise comme nous. Et on a vraiment besoin d'une accélération de l'innovation et du développement de l'offre dans ce domaine pour décarboner aussi cette partie-là. Mais quand on ajoute le scope 3, on passe à 200 grammes de CO2 par euro de chiffre d'affaires. Et donc le scope 3, c'est fondamentalement l'empreinte carbone des installations qu'on réalise pour le compte de nos clients. Donc on voit là, il y a un facteur 10. Et donc là, c'est aussi vraiment notre sujet. Alors comment l'innovation permet, dans le génie électrique et climatique, de contribuer à la performance énergétique du bâtiment? D'abord, il y a un progrès majeur quand on le regarde sur une longue durée et en continu des performances des principaux équipements qu'on utilise. Donc on a ressorti des dossiers de CEME réels sur une vingtaine d'années. Donc on voit que le COP, c'est-à-dire le coefficient de performance des pompes à chaleur, et l'ER, donc la même chose pour les groupes froids, en gros on a progressé d'un facteur 2 sur une vingtaine d'années. Sur les centrales de traitement d'air, pareil, le ratio SFP, qui est en gros les kilowatts nécessaires pour diffuser 1 mètre cube seconde en ventilation. Là aussi, on a un progrès entre 30 et 50% sur une vingtaine d'années. Donc l'ensemble des installations qu'on réalise pour nos clients, toutes les rénovations d'installations, bénéficient de ces améliorations de performance des équipements liés à l'innovation. Le deuxième grand driver de performance réside dans la conception des installations. Et là, c'est le maître mot, c'est l'ajustement de manière très fine et très précise de la production et de la distribution aux besoins thermiques. Donc, quand vous avez une salle de réunion à refroidir entre 10h et midi, c'est vraiment amener le kilowattheure thermique au meilleur, avec la meilleure efficacité jusque-là et pendant cette période-là, et pas le faire dans toute l'aile du bâtiment concerné. Donc tout ça, ça s'appuie en hydraulique sur la mise en œuvre de pompes à débit variables, de régulation vanne de voie, d'équilibrage automatique, d'équipement de division performant. Et c'est la même chose en ce qui concerne, le même principe en ce qui concerne l'aérolique. Donc voilà, un ajustement très fin de la production et de la distribution aux besoins avec des équipements ultra performants. Donc ça, c'était pour la partie chauffage, ventilation, climatisation. Donc le génie climatique. Dans l'électrique, c'est un peu le même principe. Donc là, dans la vidéo d'ouverture, le LED était cité dans les innovations de rupture qui ont eu lieu. Ça date maintenant d'une vingtaine d'années, mais on voit quand même qu'on a progressé d'un facteur 10 depuis les premières technologies d'incandescence. Et donc le LED se diffuse progressivement chez nos clients. Et donc toutes les rénovations de LED, j'ai en tête par exemple un marché de performance pour une collectivité sur du bâtiment en éclairage public où on gagne près de 70% d'efficacité entre la partie passage en LED et la partie pilotage de la performance. Les transformateurs ont également progressé d'un facteur de 10% environ sur une vingtaine d'années en termes de performance pour passer de 88 à 95%. Bon, et puis pour le solaire, évidemment le développement du solaire est aussi tiré par une amélioration de la performance des technologies
Donc là, la performance des panneaux a en gros été multipliée par 2 sur une vingtaine d'années. Et donc, il est évident que ça contribue au décollage des installations solaires dans lesquelles l'autoconsommation qui se développe dans le bâtiment prend toute sa part. Bon, je crois que j'ai encore 2 minutes. Puisque Bon, donc, le dernier point, donc, la partie numérique. La GTB, une GTB, ce n'est pas forcément innovant. À l'origine, c'est 20 à 30% de gains de performance. Le constat qu'on peut faire, c'est que 50 à 80% des GTB fonctionnent peu ou mal pour des problèmes d'exploitation, parce qu'un bâtiment, ça vit. Et donc, le gain de performance qu'on a à l'origine, finalement, on le perd au fur et à mesure. Et donc, l'innovation aujourd'hui, c'est de passer à un commissionnement continu, c'est-à-dire, en gros, dans la durée de l'installation, suivre en continu s'assurer que la GTB continue à être aussi performante via la maintenance et le réglage qu'on peut faire à la livraison de l'installation, mais tout au long de la vie du bâtiment. Voilà, et enfin, le numérique contribue à la conception aujourd'hui. Donc le BIM avec la maquette numérique se développe de plus en plus. Et ce qui est nouveau, c'est la manière dont les compétences se développent et la manière dont l'utilisation du BIM se généralise dans nos activités. Les outils de simulation, de GIMO numérique qui ont été abordés à l'instant, et tous ces outils qui servent à contrôler, à développer des commissionings toujours plus performants. Voilà, et en finale, l'intelligence artificielle sera la nouvelle étape. C'est encore très émergent dans le bâtiment. Ça concerne plutôt des cas d'application dans des bâtiments à usage industriel. Donc les data centers dont on parle, je crois, cet après-midi, qui sont des gros consommateurs d'énergie dans le domaine du refroidissement, et donc sur lesquels, avec toutes les données maintenant qu'on est capable de suivre au niveau du bâtiment, on peut mettre en place des outils d'intelligence artificielle pour optimiser les consommations d'énergie. Également, dans les aéroports, on commence à voir des modèles d'IA liés à l'exploitation de l'aéroport. Voilà, donc en conclusion, je pense que l'innovation développe au quotidien, contribue à l'efficacité énergétique du bâtiment. Elle se diffuse à bas bruit, ça ne fait pas forcément la une de la presse tous les jours, mais au travers à la fois du progrès des équipements et des progrès de la conception, comme je l'ai illustré tout à l'heure. Elle se développe aussi au travers de la mise en œuvre la plus efficace possible des outils du digital, avant de passer demain à l'intelligence artificielle. Mais sur tout ça, en fait, moi, je voudrais vraiment insister sur le facteur humain qui reste la vraie clé pour mettre en œuvre l'ensemble de ces technologies innovantes. Et je m'en réjouis, puisque à la tête d'une entreprise dont justement c'est le métier, d'avoir des équipes qui savent faire tout ça et donc contribuer à l'efficacité énergétique. Le garant et garde-fou. Merci beaucoup. Charlotte. Vous devez tous avoir très faim, mais me revoilà avec Disco, parce que Nicolas n'a pas eu encore son explication pour sa maison. Alors, Disco. Qu'est-ce que c'est Disco? Où est Myriam? Myriam, qui traite de l'efficacité énergétique de bâtiments depuis peut-être plus d'une décennie, et moi, sur des sujets un peu plus industriels ou des centrales renouvelables, on a décidé il y a 1 an de s'attaquer à la problématique de l'efficacité des bâtiments avec 2-3 gros éléments. Voilà. Avec 2-3 gros éléments moteurs. Le premier, la réglementation. Vous êtes tous exposés à l'évolution des DPE. La consommation du bâtiment, ça représente 43% de la consommation énergétique en France, mais ces chiffres sont valables aussi sur l'Europe. 36% des parts d'émissions de CO2. Et puis, d'autres éléments, à peu près 15 millions de logements
qui sont classés en F et G et 40% du marché français qui sont des passoires énergétiques. Pour autant, sur les 38 millions de logements en France, il n'y a à peu près que 30% de DPE. Pourquoi? Parce que les DPE, on les fait quand on achète, quand on vend, quand on loue. Or, tout à l'heure, on faisait le passe vert d'une personne dans la salle qui a une maison depuis 18 ans, aucune idée de son classement énergétique. Or, l'efficacité énergétique sur l'habitation, elle apporte 3 éléments. Elle permet d'abord d'économiser sur la facture d'énergie, donc d'améliorer le budget qui peut être alloué sur d'autres postes de consommation, d'améliorer le confort. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu un peu chaud à la maison cet été. Et puis, le dernier élément, avec cet aspect réglementaire des DPE, c'est l'impact sur la valeur de mon patrimoine. Aujourd'hui, le logement des Français, c'est 70 à 80% du patrimoine. Or, les notaires ont intégré ce coefficient vert. Alors, Nicolas a fait une belle affaire, là, acheter une maison en G ou en F, très discountée. Maintenant, il va falloir faire les travaux pour que tu ne t'y retrouves pas sur la facture énergétique. On est là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous, pas seulement quand on est concerné par un acte de vente ou d'achat ou de location, mais tout simplement dans le cadre de ma facture, du paiement de ma facture, mon confort et la préservation de la valeur de ma maison. Et on voit bien que c'est un gros sujet de soucis de la part des Français. Pour autant, une fois ce sujet lancé, comment je fais? Parce que c'est super d'avoir ces initiatives au niveau des communes, au niveau du territoire. Sur le tertiaire, c'est quand même un peu plus professionnalisé. Mais moi, je ne sais pas par où commencer. Donc, on a créé 2 outils. Un passe vert, qui est un outil individuel qui permet, à partir d'une adresse simple, de s'embarquer sur une évaluation du DPE de la maison ou de récupérer le DPE s'il existe, et ensuite de créer un parcours de travaux. On va voir ça en 2 minutes. Et puis, un autre outil pour nos partenaires B2B d'observatoire DISCO, qui permet de regarder à l'échelle du pays, à travers des algorithmes, des données qualifiées, mais aussi des données en open source, un mapping des logements sur différents critères, sur les critères d'efficacité énergétique, mais aussi d'autres éléments, on l'a beaucoup évoqué dans le cadre de la conférence, sur des risques climatiques, que ce soit les retraits-gonflements des argiles, les risques de submersion. Et puis, on s'adressera aussi à d'autres sujets dans notre roadmap de développement sur la consommation d'eau, sur l'impact déchets, donc tous les enjeux liés à l'habitation. Alors, on se repose beaucoup sur des données. Bon, l'équipe, c'est à peu près une dizaine de personnes, donc quelques super geeks du développement qui maîtrisent l'intelligence artificielle, la blockchain, de telle sorte qu'on maximise l'utilisation des données pour créer ces outils. Donc, le passe vert, c'est quoi? C'est une app avec un espace sécurisé qui regroupe toutes les données liées à un logement, d'abord sur la performance énergétique, stockées de manière safe, sûre et pérenne, un parcours de travaux, étape par étape, parce qu'on considère que la rénovation globale, ça coûte cher et ce n'est pas super efficace, mais aussi un suivi précis et dynamique de l'évolution de la performance du logement. Parce que ce qu'on constate, c'est pas mal de gens sont intéressés à la rénovation. C'est un gros marché. Ça concerne les artisans, ça concerne les fournisseurs, ça concerne les banquiers, ça concerne les assureurs, ça concerne beaucoup de gens. Mais les auditeurs, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus sur les DPE pour des gens qui sont incités à vous vendre des travaux. Donc, combien de fois on a entendu des DPE
soit inexistant. On en a spoté un grâce au pass vert, une propriétaire qui avait acheté une maison avec un faux DPE, qu'on a pu spotter avec le pass vert, et qui avait un DPE qui était estimé en C. Et puis en fait, sur la base des consos et de notre méthodologie, on s'est rendu compte qu'elle était plutôt en E. Malheureusement, ça va lui coûter cher en travaux et ça lui coûte cher en facture énergétique. Le fait d'avoir un outil agnostique aux travaux et pas incentivé à pousser des travaux, ça permet de donner une objectivité et ça permet aux propriétaires de reprendre le contrôle, la maîtrise de leur conso énergétique. Ça, c'est l'objectif de l'outil. J'ai un peu résumé déjà, c'est embarquer, accompagner les clients avec cette ambition de digitaliser la performance énergétique, puis la performance climatique, et puis la démocratiser pour que chacun de nous ait un outil qui lui permet d'être autonome sur ses choix de travaux. Voilà. Ça, c'est voilà, quelques extraits. Donc, on adresse un parcours de travaux étape par étape dans lequel on fait des recos grâce aux algorithmes des priorités en se donnant un objectif de passage d'un DPE de temps à temps et puis surtout en calculant les aides auxquelles on a le droit, le budget que ça représente, l'impact sur le pouvoir d'achat, donc sur le budget énergie, et puis l'impact sur la valeur du bien. Et comme ça permet d'avoir un outil de décision et puis des recos aussi sur des artisans. Alors, nous, de manière agnostique, on donne accès aux artisans RGE en toute objectivité. On apporte aussi des éléments sur la voiture électrique, des suggestions sur les éco-gestes, avec un objectif d'avoir un outil holistique pour maîtriser sa facture énergétique. Et puis ensuite, donc, il y a tout le passage à l'acte. Et là, on passe la main à nos partenaires sur les artisans, enfin les acteurs. Équateur qui propose des sujets sur la voiture, qui propose des panneaux. Tout ça sont nos partenaires qui prennent la main sur nos recommandations. Alors, DISCO, c'est à la fois pour les particuliers, mais c'est aussi pour nos prescripteurs. Et notre approche, elle est B2B2C. Qui sont nos partenaires? Nos partenaires sont des banques qui financent des travaux, mais qui sont aussi à exposer sur leur prêt immobilier à l'éventuelle dévalorisation des biens, des énergéticiens qui veulent accompagner leurs clients, des assureurs qui sont exposés à la performance des logements, qui d'autres? Des fournisseurs d'équipements, des artisans, et puis aussi des obligés qui ont une obligation d'accompagner leurs clients sur la réduction de leur impact carbone et sur l'efficacité énergétique. Et de ce fait, pour nos partenaires, l'outil a multiples fonctions. C'est un outil de sensibilisation, un outil d'acquisition client et de fidélisation client, mais aussi un outil de RSE et un outil sur la partie obligation, enfin, pour les obligés. Et puis, évidemment, valoriser la data, parce que évidemment, ça nous donne accès à beaucoup de données que l'on traite dans l'observatoire, évidemment dans les règles de l'art du RGPD, pour développer des stratégies, des prioritisations sur peut-être sur les logements précaires. J'entendais parler de fondations sur la précarité. Avec l'outil de l'observatoire, on peut mettre en place des stratégies prioritaires avec comme objectif de massifier et d'accompagner tout le monde sur l'efficacité énergétique et demain sur notre impact à la fois climatique, eau, déchets, et puis au-delà de l'habitation, sur le petit tertiaire et sur le logement collectif, voire le tertiaire. Et bon appétit! Donc elle a pris 1 minute sur notre déjeuner. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des liens entre la démarche présentée par Florence et puis cette démarche qui numérise et qui aide. Voilà, donc il peut y avoir des croisements extrêmement intéressants. Merci infiniment.
Bravo à tous, merci. Alors je vais prendre encore 3 minutes de votre temps parce que j'aurais aimé que l'on accueille et je voulais faire monter sur scène nos plus jeunes. Ça fait, je vous disais, 13 ans qu'on existe chez E5T, 12e édition. Et depuis 2 ans, on a commencé à travailler avec des jeunes de moins de 30 ans, under 30 en bon français. Je vais leur demander de nous rejoindre parce qu'on vient de prendre une décision importante chez E5T. C'est de doubler le comité stratégique qui se réunit, qui contribue aux animations, dont Eric, qui est à l'origine du projet, on travaillait ensemble sur une table de bar. Donc de doubler ce comité stratégique où il y a des gens qui sont plus âgés, plus posés, avec plus d'expérience, par un shadow comité stratégique under 30. Donc je vous demande d'accueillir, vous les avez vus hier, mais vous allez les voir d'un peu plus près, un peu mieux. Donc Salomé Cardonnel, suivi de Juliette Blanche, de Marion Masson, Romain Masson, Sarah Abad. On a Alejandro qui filme, mais qui est là aussi, qui ne rate aucun moment et donc il fera partie de ce comité. Et on a un autre qui est Vincent Sinacola, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a eu des petits problèmes d'avion. Mais en tout cas, il sera très international puisqu'on a des Anglais, Espagnols, Français, grande expérience aux Pays-Bas, Vincent qui est en Italie. Et donc, je voulais que vous les connaissiez parce que ce qu'on aimerait, c'est que ces jeunes en dessous de 30 ans, pour qui on se bat aussi, eh bien, puissent déjà exprimer leurs envies, donner leur opinion et puissent accueillir des nouveaux projets qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous poussent à être encore meilleurs, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et on espère que 5T sera une structure pour vous faire embarquer à votre tour plein d'autres plus jeunes, d'autres plus âgés, sur la question de la mode durable, comment l'art peut jouer un rôle déterminant pour construire a better place for us. On a une jeune femme ingénieure, on a besoin de plus de femmes ingénieures. Je salue Patricia Jomseux qui se bat puisqu'elle est vice-présidente des femmes ingénieures. Donc aussi pour pousser d'autres femmes à devenir ingénieurs, des jeunes ingénieurs diplômés en énergie renouvelable, des spécialistes de relations internationales qui ont bien intégré la dimension du climat. Donc voilà, beaucoup de talents, de moins de 30 ans, et on espère que ça va nous aider à aussi réinventer une partie de ce qu'on a fait pour aller plus loin, pour trouver une énergie de step-up. Donc merci à vous et voilà, bienvenue à l'Under 30 Strategic Committee. Merci à tous, bon appétit.